On appelle cercle trigonométrique le cercle de rayon 1 centré à l'origine du plan cartésien. Si on prend un point P de coordonnées x, y sur ce cercle, on peut fabriquer un triangle à partir de ce point en prenant comme sommet le point P, le point 0, 0 et le point de coordonnées x, 0, x étant la coordonnée en x du point P. On obtient ainsi un triangle rectangle qui a comme longueur de base x, comme longueur de la hauteur y et comme longueur de l'hypoténuse 1. Ainsi, dans ce triangle, on peut calculer le cosinus et le sinus. Ici, le sinus, étant donné que c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, on a la relation que sinus θ est égal à y sur 1 est égal à y et cosinus θ égale à la longueur du côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire x sur 1, est égal à x. Et si la coordonnée en x de notre point donne la valeur du cosinus de l'angle, la valeur du y de notre point donne la valeur de sinus de l'angle. Ainsi, on pourra définir sinus et cosinus, on pourra les calculer pour des angles supérieurs à 90 degrés. Cette relation, autrement dit, nous permet d'agrandir le domaine de nos fonctions sinus et cosinus. Par exemple, si je veux calculer cosinus de 120 degrés, un angle de 120 degrés, ici, ressemble à ceci. C'est-à-dire qu'on aboutit ici à un point P. Si on connaît les coordonnées de ce point, qui sont ici moins 1 demi racine de 3 sur 2, donc en connaissant les coordonnées de ce point et en sachant que cosinus est la composante en x de ce point, je peux tout de suite savoir que cosinus de 120 degrés est égal à moins 1 demi. Pareillement, je peux calculer aussi des angles négatifs si je m'oriente dans l'autre direction pour mon angle. Donc dans le sens horaire, un angle de moins 45 degrés nous amènerait au point ici de coordonnées racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2. Sachant que sinus est la deuxième composante de mon point, je suis capable ici automatiquement d'affirmer que sinus de moins 45 degrés est égal à moins racine de 2 sur 2. Jusqu'à présent, nous avons utilisé les degrés pour mesurer nos angles. Nous devrons passer pour le calcul différentiel au radian, qui est une autre unité de mesure. Les angles en degrés, c'est une mesure subjective où, pour des raisons historiques, on a décidé de diviser le cercle en 360 parties, qu'on a appelées degrés. Tandis que le radian est une mesure plus naturelle. Le radian, en fait, correspond à la longueur de l'arc qui est devant l'angle. Ainsi, pour un angle qui correspondrait à 360 degrés, c'est-à-dire à un tour complet, et bien cet angle correspond à la circonférence de notre cercle de rayon 1, c'est-à-dire 2π. Ainsi, 0 radian et 2π radian correspondent au même point dans le cercle trigonométrique. Ensuite, pour les autres mesures, on y va de façon proportionnelle. Un demi-cercle
mesurera la moitié de 2π, c'est-à-dire π. La moitié d'un demi-cercle, donc un quart de cercle, mesurera π sur 2 radians, ce qui correspond à 90 degrés. À l'opposé, si on a 3 quarts de cercle, on a un angle de 3π sur 2 radians. On peut continuer à subdiviser de façon identique. Si je prends la moitié de π sur 2, donc la moitié de 90 degrés, on sait que c'est 45 degrés. En radians, ce sera π sur 4. Puis on aura de l'autre côté 3π sur 4, 5π sur 4 et 7π sur 4. D'autres angles qui sont très importants dans le cercle trigonométrique, ce sont les multiples de 30 degrés. Donc ici, étant donné que 30 degrés, c'est le tiers de 90 degrés, l'angle en radians qui correspond, c'est 1/3 de π sur 2, c'est-à-dire π sur 6. Ensuite, un 60 degrés, ça sera le double, π sur 3. Ensuite, 2π sur 3. 5π sur 6. 7π sur 6. 4π sur 3. 5π sur 3. Puis, finalement, 11π sur 6. Connaître les coordonnées de chacun de ces points nous permettrait de connaître le cosinus et le sinus pour chacun de ces angles. En réalité, il n'est pas obligatoire de tous les apprendre. Si on connaît ceux du premier cadran, déjà, on est capable de trouver les autres par symétrie. Ainsi, les coordonnées du point qui correspond à 0 degré sont de 1 et de 0. Ainsi, cosinus de 0 égale 1, sinus de 0 égale 0. Si jamais on se mêle pour l'ordre, pour le sinus et le cosinus, en fait, il suffit de se rappeler qu'ils sont en ordre alphabétique dans les points. C vient avant S, donc cosinus avant sinus. Pour π sur 6, les composantes sont racine de 3 sur 2, 1 demi. Pour π sur 4, racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Pour π sur 3, 1 demi, racine de 3 sur 2. Et pour π sur 2, 0, 1. Comme je disais, je peux trouver les autres par symétrie. Si, par exemple, j'ai besoin des coordonnées de 5π sur 6, bien, je peux voir qu'il est à la même hauteur que π sur 6, donc il aura le même sinus, et il est symétrique par rapport à l'axe des Y pour ce qui est de sa coordonnée en X. Ces composantes seront donc moins racine de 3 sur 2, 1 demi. Son cosinus égale moins racine de 3 sur 2, et son sinus égale 1 demi. Pour définir les fonctions sinus et cosinus pour n'importe quel nombre réel, on définit une fonction d'enroulement. C'est-à-dire qu'on suppose qu'on a une corde de longueur x dont on attacherait une extrémité au point 1, 0.
Puis cette corde, on l'enroule autour du cercle. Et l'autre extrémité de la corde, si on regarde le point où on arrive, eh bien, les coordonnées du point vont nous donner le cosinus et le sinus pour cette valeur de x. Et si la valeur de x est positive, on enroule dans le sens positif. Sinon, si la valeur de x était négative, on devrait enrouler dans l'autre sens. Ainsi, on pourra établir une fonction de cosinus et de sinus qui sera valable pour toute valeur réelle x. Si l'on veut tracer la fonction sinus, on peut se rappeler que sinus, c'est le y du point sur le tour du cercle trigonométrique. Ainsi, si on trace la fonction sinus, le y du point sur le cercle devient le y de la fonction qu'on trace. Donc ici, on peut voir, quand notre angle va varier, qu'on aura la même hauteur dans la fonction qui sera tracée. Donc ici, si j'active la trace et que je fais augmenter notre angle, on est capable de voir la forme de la sinusoïdale telle qu'on est habitué de la voir. Cette vague qui modélise toutes les ondes. Remarquez qu'ici, on peut comprendre pourquoi le résultat d'une fonction sinus ne dépassera jamais 1 et ne sera jamais inférieur à moins 1, puisque c'est le y d'un point qui est toujours dans le cercle compris entre moins 1 et 1. Si je veux construire le graphique de la fonction cosinus par un procédé semblable, je vais avoir besoin d'un axe de symétrie, puisque ici, c'est la coordonnée en x de mon point qui va devenir la coordonnée en y de mon graphique. Ici, avec l'axe de symétrie, je peux voir que je vais utiliser l'axe ici qui est en rouge, où on voit que la coordonnée en x, ici, de mon point qui est sur le cercle, devient la coordonnée en y de ma fonction que je veux tracer. Si j'active le traçage et que je fais augmenter l'angle, on obtient la courbe de cosinus, qui est semblable à celle de sinus, mais avec un léger déphasage.